Claire observe son reflet dans le miroir de la chambre en ce vendredi soir d'avril, scrutant chaque détail de la robe émeraude qu'elle a choisie avec tant de soin chez Galeries Lafayette la semaine dernière. Le tissu fluide épouse ses formes sans serrer, élégant et sobre, exactement ce qu'elle cherchait pour ce gala d'entreprise. Pour la première fois depuis des mois, elle s'est sentie presque belle en l'enfilant ce soir, presque vivante après toutes ces années d'effacement. Dans 2 heures, tout va basculer, mais elle ne le sait pas encore. « Maman, tu es magnifique !» souffle Léa depuis le pas de la porte de la chambre. Claire se retourne vers sa fille de 22 ans, venue de Bordeaux pour le week-end. Le sourire de Léa s'éteint aussitôt lorsque des pas lourds résonnent dans l'escalier de leur appartement du quartier des Chartrons à Toulouse. Julien apparaît dans l'encadrement, ajustant sa montre Oméga avec des gestes précis, le regard froid déjà posé sur elle. Il s'immobilise, la détaille de haut en bas avec une lenteur calculée qui donne la nausée à Claire. Cette robe est ridicule, lâche-t-il d'une voix neutre. Maman ressemble à une femme désespérée qui essaie trop. Le silence tombe comme une gifle. Léa baisse les yeux, habituée depuis l'enfance à ne jamais contredire son père lors de ces moments de cruauté froide. Claire sent quelque chose se briser en elle. Un fragment minuscule mais décisif, comme un morceau de verre qui se détache d'un miroir déjà fêlé. Elle ne dit rien, les mains serrées sur le bord de la commode. Que dire après 15 ans de ce traitement quotidien, de cette érosion lente et méthodique ? 20 minutes plus tard, ils roulent vers le centre-ville, dans la BMW noire de Julien. Toulouse défile derrière les vitres, la Garonne reflétant les lumières du pont Neuf dans la nuit tombante. Claire fixe le paysage, les mâchoires serrées, les mains jointes sur ses genoux. Julien conduit en silence, concentré sur la circulation dense du vendredi soir, puis lâche sans même la regarder, comme on donne une consigne à un employé. « Reste en retrait ce soir, c'est compris ? Ce gala est crucial pour ma carrière. Le nouveau propriétaire sera là, Darmon, celui qui vient de racheter la boîte. Contente-toi de sourire et de ne rien dire de stupide. » Claire hoche la tête mécaniquement, ce geste qu'elle a répété des milliers de fois pendant 15 ans de mariage. Un flashback brutal la traverse alors qu'il passe devant l'université du Mirail. Claire a 25 ans, diplômée de l'école d'architecture de Toulouse, présentant son projet d'éco-habitat devant un jury enthousiaste. Les applaudissements résonnent encore dans sa mémoire, la fierté dans les yeux de ses professeurs, l'avenir immense qui s'ouvrait devant elle. Puis Claire a 32 ans, enceinte de 8 mois, rangeant ses carnets de croquis dans un carton au fond du placard de leur nouvel appartement. Julien avait décrété ce jour-là, sans discussion possible, qu'un enfant a besoin de sa mère à la maison, que sa carrière à lui passait avant, qu'elle pourrait toujours reprendre plus tard. Plus tard n'était jamais venu. Il se gare devant le grand hôtel de l'Opéra, ses façades illuminées. Le gala bat son plein dans les salons dorés du grand hôtel de l'Opéra. Des lustres de cristal projettent une lumière chaude sur les invités en tenue de soirée. Le champagne coule à flot. Les conversations se mêlent au son discret d'un quatuor à cordes installé près des hautes fenêtres donnant sur la place du Capitole. Claire reste près du buffet, un verre de champagne tiède entre les mains, observant Julien qui papillonne d'un groupe à l'autre, avec l'aisance d'un homme habitué à séduire professionnellement. Quand il la présente aux collègues et supérieurs, c'est toujours de la même manière, presque machinale, sans même prononcer son prénom. « Ma femme, voici Monsieur Dupuis du service commercial. Ma femme, je vous présente Madame Bertrand de la comptabilité. » Jamais Claire, jamais son nom. Comme si elle n'était qu'une extension de lui. Un accessoire nécessaire mais insignifiant. Une serveuse d'environ son âge, cheveux gris attachés en chignon strict, passe près d'elle avec un plateau vide et lui glisse un regard compatissant. « Courage, madame », murmure-t-elle, avant de s'éloigner vers les cuisines. Claire comprend alors que sa misère est visible, que même les employés de l'hôtel perçoivent cette tristesse qu'elle croyait masquée sous son sourire de façade. Soudain, une rumeur parcourt l'assemblée comme une vague. Les conversations baissent d'un ton, les têtes se tournent vers l'entrée principale du salon. Le propriétaire arrive, chuchote quelqu'un près d'elle. Mathieu Darmon en personne. Claire sent son cœur ralentir puis s'emballer violemment lorsqu'elle aperçoit l'homme qui vient d'entrer, entouré de 2 assistants en costume sombre. Mathieu Darmon, 50 ans environ, cheveux grisonnants coupés courts, costume anthracite sobre et impeccablement ajusté,
traverse le salon d'un pas mesuré. Il ignore les sourires obséquieux, les mains tendues avec empressement, les tentatives désespérées d'accrocher son regard. Ses yeux balaient la salle méthodiquement, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un de précis. Puis son regard la trouve. Le temps se fige. Claire ne respire plus. C'est impossible. Complètement impossible. Ce visage, ces yeux noisettes qu'elle croyait avoir oubliés, cette manière particulière de pencher légèrement la tête quand il réfléchit. Mathieu. Son Mathieu de l'université, celui qui a disparu il y a 25 ans après la mort brutale de ses parents, ne laissant qu'une lettre déchirante et un silence de mort. Mathieu traverse le salon en ligne droite vers elle, ignorant totalement les invités qui s'écartent sur son passage avec des murmures surpris. Julien, qui discutait avec Benoît Lacroix, le directeur général de l'entreprise, se redresse immédiatement, ajuste sa cravate et s'avance la main tendue, son sourire commercial parfaitement calibré. « Monsieur Darmon, quel honneur! Je suis Julien Mercier, directeur commercial, et voici ma femme. » Mais Mathieu s'arrête à 50 centimètres de Claire, les yeux rivés sur elle comme si le reste du monde avait cessé d'exister. « Bonsoir », dit-il poliment à Julien sans même le regarder, puis se tourne entièrement vers elle. « Claire », prononce-t-il simplement, et ce prénom dans sa bouche après 25 ans de silence résonne comme un coup de tonnerre dans le silence stupéfait qui s'est abattu sur les invités proches. « Je te cherche depuis 25 ans. » Les conversations s'arrêtent net autour d'eux. Une dizaine de têtes se tournent franchement vers la scène, bouches entr'ouvertes, verres de champagne figés à mi-chemin. Julien balbutie, le visage passant du rose au rouge. « Monsieur Darmon, je ne comprends pas. C'est ma femme. Claire Mercier. Nous... » Mathieu lève une main sans même tourner la tête vers lui, ses yeux toujours ancrés dans ceux de Claire, et la phrase suivante tombe comme une bombe au milieu du gala mondain. « Je t'aime toujours, Claire. » La coupe de champagne glisse des doigts de Julien et explose sur le marbre du sol dans un fracas de verre brisé qui résonne dans le silence médusé. Claire ne respire plus, le cœur battant si fort qu'elle entend le sang battre à ses tempes. 25 ans de questions, de douleurs enfouies, de nuits d'insomnie remontent d'un coup. Mathieu lui tend la main, cette même main qu'il lui tendait à 20 ans quand ils marchèrent le long du canal du Midi après les cours d'architecture. « S'il te plaît, accorde-moi 5 minutes, » murmure-t-il d'une voix basse mais audible pour ceux qui sont proches. « Juste 5 minutes pour t'expliquer ce que j'aurais dû dire il y a 25 ans. » Claire voit Benoît Lacroix, le patron de Julien, qui observe la scène avec un sourcil levé, visiblement intrigué et amusé par le drame qui se joue sous ses yeux. Elle voit Julien, rouge de rage contenue, les poings serrés le long du corps, les mâchoires crispées. Claire devrait refuser. Toutes les têtes sont tournées vers eux maintenant, le quatuor à cordes a cessé de jouer, même les serveurs se sont immobilisés avec leur plateau. Elle devrait s'excuser, rire nerveusement, désamorcer cette situation absurde qui met Julien dans l'embarras devant tout le gratin de l'entreprise. C'est ce qu'elle aurait fait il y a encore 1 heure, c'est ce qu'elle a fait pendant 15 ans. Mais quelque chose remonte en elle, une fureur froide et ancienne qu'elle croyait morte. 15 ans de reste en retrait, 15 ans de ne dire rien de stupide, 15 ans d'effacement méthodique et patient, 15 ans à être ma femme sans prénom, sans existence propre, sans voix. Elle regarde Julien droit dans les yeux, ce mari qui l'a vidé de sa substance année après année, et prend la main tendue de Mathieu. La peau est chaude, la paume légèrement calleuse, exactement comme dans son souvenir de jeunesse. « Claire, qu'est-ce que tu fous ?» explose Julien, la voix blanche de rage contenue. « Tu me ridiculises devant tout le monde, devant Lacroix, devant mes collègues. Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ?» Elle se retourne vers lui, et pour la première fois en 15 ans, sa voix ne tremble pas, ne cherche pas l'apaisement, ne demande pas pardon. « Non, Julien. Pour une fois, je ne reste pas en retrait. » Un murmure parcourt l'assemblée. Benoît Lacroix, le directeur général, un homme d'une 60aine d'années aux tempes argentées, se penche vers Julien et lui glisse quelque chose à l'oreille. Le visage de Julien devient cendrier, ses mâchoires se serrent encore plus. Claire reconnaît ce regard, celui qui promet des représailles plus tard, dans l'intimité de leur appartement, loin des témoins.
Mathieu l'entraîne doucement vers la terrasse privée à l'arrière du salon, accessible par une porte-fenêtre dissimulée derrière de lourds rideaux de velours bordeaux. Ils traversent le salon sous les regards médusés, les chuchotements qui enflent derrière eux comme une marée montante. Claire entend des bribes de conversation. Qui est cet homme? Apparemment, ils se connaissaient avant. Quelle histoire incroyable. La terrasse donne sur les toits de Toulouse. La ville s'étend à leurs pieds dans la nuit d'avril, ponctuée de milliers de lumières. La basilique Saint-Cernin se dresse au loin, éclairée comme un phare dans l'obscurité. L'air frais contraste avec la chaleur étouffante du salon, et Claire inspire profondément, essayant de calmer les tremblements qui secouent ses mains. Mathieu se tient à 2 mètres d'elle, les mains dans les poches, le regard intense mais respectueux, attendant qu'elle parle en première. Le silence s'étire entre eux, chargé de 25 ans de non-dits, de questions sans réponse, de douleurs enfouies. Puis la colère explose. « Tu m'as abandonnée », dit Claire, et sa voix tremble maintenant mais pas de peur, de rage pure. Une lettre, Mathieu. Une putain de lettre déposée chez mes parents un mardi matin. Et plus jamais de nouvelles. Tu m'as brisée. Elle sent les larmes monter, mais refuse de les laisser couler. Pas maintenant. Pas devant lui. 25 ans de chagrin remontent comme une lame de fond. Tout ce qu'elle a enfoui pour survivre, pour avancer, pour construire cette vie médiocre avec Julien, parce qu'il fallait bien continuer à vivre. Je t'ai attendu, poursuit-elle en avançant d'un pas vers lui. J'ai attendu pendant des mois, Mathieu. Je passais devant ton ancien appartement en espérant te voir sortir. Je sursautais chaque fois que le téléphone sonnait. Je scrutais les visages dans la rue comme une folle. Et puis un jour, j'ai arrêté d'attendre parce qu'il fallait bien que je survive. Mathieu encaisse sans broncher, le visage grave, les yeux brillants dans la lumière tamisée qui filtre du salon. Il ne cherche pas à se défendre, ne l'interrompt pas, la laisse déverser cette douleur accumulée. Alors maintenant, tu débarques comme un prince après 25 ans, tu clames devant 200 personnes que tu m'aimes toujours, et tu penses que je vais juste... Quoi? Tomber dans tes bras? Te pardonner comme si de rien n'était? C'est quoi ce délire, Mathieu? Ton ego de milliardaire qui a besoin de prouver qu'il peut tout avoir? Elle recule, s'appuie contre la balustrade en fer forgé, épuisée soudain par cette déferlante d'émotions qu'elle contient depuis trop longtemps. Mathieu fait un pas vers elle, puis s'arrête, respectant la distance qu'elle a mise entre eux. « Tu as raison d'être en colère », dit-il d'une voix basse et rauque. « Tu as raison pour tout. Laisse-moi juste t'expliquer pourquoi, Claire. Pas pour me faire pardonner. Juste pour que tu saches. » Mathieu ne se défend pas, n'argumente pas, ne cherche pas à minimiser la douleur qu'il a causée. Il écoute simplement Claire déverser 25 ans de colère accumulée, de questions sans réponse, de nuits blanches à se demander ce qu'elle avait fait de mal pour mériter cet abandon brutal. Après l'accident qui a tué tes parents, commence-t-il finalement d'une voix posée mais chargée d'émotion, j'ai découvert qu'ils étaient ruinés. Complètement ruinés, Claire. Ils avaient emprunté à des gens dangereux pour maintenir l'apparence, pour garder la maison, pour que je puisse finir mes études. Des créanciers violents qui n'ont pas attendu l'enterrement pour débarquer. Il marque une pause, le regard perdu vers les toits de Toulouse. Claire reste immobile contre la balustrade, les bras croisés sur sa poitrine, refusant de se laisser attendrir trop vite. Ils sont venus chez moi 3 jours après l'accident, poursuit Mathieu. 2 hommes, costumes sombres, sourire froid. Ils m'ont expliqué très clairement que je devais 200 000 francs, que mes parents avaient signé des reconnaissances de dette, et que si je ne payais pas, ils s'en prendraient à tous ceux qui comptaient pour moi. Ils ont prononcé ton nom, Claire. Ils savaient où tu habitais, où tu étudiais. Ils connaissèrent les horaires de tes cours. Claire sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle se souvient de cette période, Mathieu qui avait brutalement changé après l'enterrement, distant, fuyant, le regard hanté. Elle avait cru qu'il ne voulait plus d'elle, qu'il la rendait responsable de ne pas avoir su le consoler. « Je ne pouvais pas te faire entrer dans cet enfer », dit Mathieu en la regardant enfin. « Je t'aimais trop pour te détruire avec moi. » Alors j'ai fui, lâchement peut-être, mais c'était la seule solution que je voyais à 23 ans avec la peur au ventre. « Et tu es partie où ?» demande Claire d'une voix plus douce malgré elle. « Au Qatar d'abord, puis aux Émirats. J'ai travaillé sur des chantiers de construction, 15 heures par jour sous 40 degrés,
à porter des sacs de ciment et à vivre dans des baraquements avec 20 autres ouvriers. Chaque centime économisé partait pour rembourser les dettes. Ça m'a pris 7 ans pour tout solder. 7 ans à vivre comme un fantôme. Il sort son téléphone de la poche intérieure de sa veste, fait défiler quelques photos et lui montre l'écran. Claire découvre un cliché d'elle pris il y a environ 2 ans, à la sortie d'un Carrefour Market près de chez elle, un sac de course à la main, le regard vide fixant le sol. Elle ne se souvient même pas de ce jour précis, tant il ressemble à tous les autres. Il y a 5 ans, j'ai enfin eu les moyens d'engager un détective privé, explique Mathieu. Quand il m'a envoyé ce cliché avec le rapport m'informant que tu étais mariée depuis 10 ans, que tu avais une fille, j'ai failli tout abandonner. Puis j'ai regardé tes yeux sur cette photo. Ces yeux éteints, Claire. J'ai compris que tu n'étais pas heureuse, que quelque chose n'allait pas. Claire sent les larmes monter maintenant. Impossible de les retenir plus longtemps. Elle coule silencieusement sur ses joues pendant qu'elle fixe cette photo d'elle-même, cette femme qu'elle est devenue sans s'en rendre compte, fantomatique et absente de sa propre vie. « Tu aurais dû me laisser choisir, Mathieu, » dit-elle d'une voix brisée. « Tu m'as enlevé mon choix. Peut-être que j'aurais voulu affronter le danger avec toi. Peut-être que j'aurais été assez forte. Tu ne m'as même pas donné cette chance. Tu as raison, » reconnaît-il immédiatement. « J'ai été lâche. J'ai pris la décision tout seul parce que j'avais trop peur de te perdre. Et ironiquement, c'est exactement ce qui s'est passé. » Il avance d'un pas, hésite, puis continue d'une voix plus basse. « Mais je dois aussi t'avouer quelque chose d'autre. Quand j'ai racheté cette entreprise il y a 3 mois, ce n'était pas totalement un hasard. Le détective m'avait informé que ton mari y travaillait. Une partie de moi savait que tu serais peut-être là ce soir. C'était aussi de l'orgueil, Claire. Te prouver que j'avais réussi, que j'étais devenue quelqu'un. Pas très noble, je sais. » Claire le regarde longuement. Cet homme qui fut son premier amour, qu'il a abandonné puis recherché pendant des années, qui vient d'avouer ses faiblesses sans détour. Il n'est pas le prince charmant qu'elle aurait pu fantasmer, juste un homme imparfait qui a eu peur et qui a fait des erreurs. « On est 2 idiots brisés alors ?» murmure-t-elle finalement. Mathieu esquisse un sourire triste. « Ouais, mais peut-être qu'on peut être brisés ensemble. Ou séparément. Tant que tu redeviens toi-même, Claire, c'est tout ce qui compte vraiment. » Claire rentre chez elle à 6 heures du matin, alors que l'aube rose commence à teinter les toits de Toulouse. Elle a passé la nuit entière sur cette terrasse avec Mathieu, à parler, à pleurer, à rire parfois aussi en évoquant leurs souvenirs d'étudiants insouciants. Ils se sont séparés devant l'autel sans se toucher, juste un regard long qui en disait plus que n'importe quel geste. Julien l'attend dans le salon de leur appartement des Chartrons, encore en costume froissé, une bouteille de whisky à moitié vide sur la table basse. Il ne lève même pas les yeux quand elle entre, se contente de ricaner amèrement. « Tu as détruit ma carrière, » dit-il d'une voix blanche. « La Croix m'a convoqué pour lundi matin. Tout le monde parle de la scène que tu as faite, tout le monde me regarde comme le pauvre type cocu. Tu réalises ce que tu as fait? Pas un mot sur la trahison émotionnelle, pas une question sur ce qu'elle ressent, pas une once de curiosité pour savoir qui est vraiment Mathieu. Juste sa carrière, toujours sa carrière. » Claire voit enfin avec une clarté douloureuse ce qu'est devenu leur mariage. Un arrangement professionnel où elle n'est qu'un accessoire destiné à parfaire l'image de Julien. « Je vais me coucher, » dit-elle simplement, en se dirigeant vers la chambre d'amis. Les jours suivants s'écoulent dans une tension glaciale. Julien part tôt le matin, rentre tard le soir, l'ignore ostensiblement quand ils se croisent dans l'appartement. Claire sait qu'il élabore sa stratégie, qu'il ne laissera pas passer cette humiliation publique sans riposter. Elle le connaît assez pour savoir qu'il est dangereux quand son ego est blessé. Le mercredi, elle reçoit un message sur son téléphone portable, un numéro inconnu, mais qu'elle reconnaît immédiatement comme celui de Mathieu. « J'ai un projet d'écoquartier en développement dans le quartier de la Cartoucherie. J'ai besoin d'un architecte visionnaire pour le concevoir. J'ai gardé ton portfolio de l'ENSA Toulouse que tu m'avais montré il y a 25 ans. Tu étais brillante, Claire. Tu l'es toujours. Si tu veux en discuter, contacte-moi. » Claire fixe le message pendant de longues minutes, le cœur battant. 15 ans qu'elle n'a pas touché un crayon d'architecte, 15 ans qu'elle a rangé ses rêves dans un carton au fond du placard.
L'idée de reprendre, de redevenir celle qu'elle était, lui donne le vertige. Elle répond simplement « Oui, j'aimerais en discuter ». Ce soir-là, Julien rentre plus tôt que d'habitude, le visage fermé. Il se plante devant elle dans la cuisine où elle prépare le dîner par habitude machinale. « Je sais que Darmon t'a contacté », dit-il froidement. « J'ai vérifié ton téléphone ce matin pendant que tu dormais. » Claire sent la colère monter, une vague brûlante qui lui serre la poitrine. Il fouille dans son téléphone maintenant, viole son intimité sans aucune gêne. « Si tu acceptes ce projet, » poursuit Julien en se servant un verre de vin rouge, « je demande le divorce immédiatement, et je m'arrange pour que tu n'aies rien. 15 ans sans revenu, aucune carrière, aucun juge ne te donnera quoi que ce soit. Tu te retrouveras à la rue, Claire, avec tes beaux projets d'architecte ratés. » Claire pose le couteau qu'elle tenait, se retourne lentement vers lui. Pour la première fois, elle voit clairement la manipulation, le contrôle toxique qu'il exerce depuis des années, les menaces déguisées en pragmatisme. « Peut-être, » dit-elle calmement, « mais au moins, je serai moi-même. » Julien ricane, boit une gorgée de vin, puis sort de la cuisine en lançant par-dessus son épaule qu'elle réfléchisse bien aux conséquences de ses choix stupides. Le lendemain, Claire prend rendez-vous avec maître Sandrine Vidal, une avocate spécialisée en droit de la famille que lui a recommandé discrètement Mathieu par message. Le cabinet se trouve rue Alsace-Lorraine, dans un immeuble ancien aux hautes fenêtres. Maître Vidal est une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, poivre et sel, regard perçant et bienveillant à la fois. « Racontez-moi tout », dit-elle simplement en posant un carnet devant elle. Claire parle pendant 1 heure, déverse 15 ans de contrôle financier, d'humiliation quotidienne, d'effacement progressif. Maître Vidal prend des notes, hoche la tête, ne juge pas. « Vous avez un dossier solide », conclut l'avocate. Abus psychologiques, contrôle financier, preuve de disparité dans le mariage. Il essaiera de vous intimider, c'est certain, mais la loi est de votre côté. Claire sort du cabinet avec une sensation étrange, un mélange de terreur et de soulagement. Elle va demander le divorce. Pas pour Mathieu, pas pour fuir vers une autre cage dorée, mais pour elle-même, pour redevenir Claire Beaumont, l'architecte qu'elle était avant de devenir Madame Mercier. Ce soir-là, Julien reçoit un appel de Benoît Lacroix, qui le convoque dans son bureau le lendemain matin. Claire ne sait pas ce qui s'est dit lors de cet entretien, mais quand Julien rentre à midi, il est livide, les mâchoires serrées. Il traverse l'appartement sans un mot, s'enferme dans son bureau et claque la porte. Plus tard, elle apprendra que Mathieu l'a convoqué également, lui a dit clairement que les rumeurs qu'il répand au bureau sur une liaison entre Claire et lui doivent cesser immédiatement sous peine de licenciement. Claire pousse la porte de l'agence Darmon Architecte un lundi matin de mai, le cœur battant comme une étudiante le jour de sa rentrée. Le bureau se trouve dans le quartier Saint-Cyprien, dans un ancien entrepôt de briques rouges, magnifiquement rénové avec de immenses baies vitrées donnant sur la Garonne. L'espace ouvert respire la créativité. Des maquettes de projets écologiques trônent sur de grandes tables blanches. Des plans sont affichés au mur. Une équipe jeune travaille dans une atmosphère concentrée mais détendue. Mathieu l'accueille personnellement, la présente à l'équipe, comme l'architecte principal du projet Cartoucherie. Pas comme une ancienne connaissance, pas comme une femme qu'il cherchait depuis 25 ans, juste comme une professionnelle respectée. Claire sent quelque chose se dénouer en elle, cette boule d'angoisse qui la serrait depuis des semaines. Les jours suivants, elle se remet à dessiner. Timidement d'abord, la main hésitante après 15 ans d'interruption, puis avec une assurance croissante qui la surprend elle-même. Le projet Cartoucherie prend forme sous ses crayons, un écoquartier intégrant logements sociaux, espaces verts, matériaux durables, exactement le type de projet dont elle rêvait à 25 ans avec Mathieu. L'équipe l'adore. Sophie, une jeune architecte de 35 ans aux cheveux coupés courts et au rire contagieux, devient rapidement une alliée précieuse. Elles déjeunent ensemble le midi dans les petits restaurants du quartier. Parlent architecture, urbanisme, vie. Claire découvre qu'elle peut encore exister socialement, qu'elle a des opinions intéressantes, que les gens l'écoutent vraiment. Mathieu la regarde créer avec une admiration évidente, mais garde ses distances professionnellement. Jamais un geste déplacé, jamais une allusion à leur passé devant l'équipe, juste du respect et de la reconnaissance pour son travail. Un soir de fin mai,
Il reste seul au bureau pour finaliser une maquette importante à présenter le lendemain à la mairie. La nuit est tombée sur Toulouse. Les lumières de la ville scintillent au-delà de la Garonne. Il travaille côte à côte, penché sur la table, ajustant les derniers détails. Leurs mains se frôlent en attrapant le même outil. Le courant électrique est immédiat, violent, impossible à ignorer. Claire retire sa main brusquement, le souffle court. Mathieu recule d'un pas, passe une main dans ses cheveux, visiblement troublé. Claire, tant que tu es mariée, je ne peux pas. Je ne veux pas être la raison de ton divorce. Ce ne serait pas juste pour toi. Elle hoche la tête, les joues brûlantes, partagées entre le désir, la culpabilité et une confusion intense. Elle rentre chez elle ce soir-là en tremblant, évite soigneusement Julien qui dort déjà dans leur chambre, s'enferme dans la chambre d'amis. Le lendemain, Sophie la prend à part pendant la pause café, un regard sérieux sur le visage habituellement souriant. « Fais attention, Claire », dit-elle doucement, mais fermement. « Je vois comment tu regardes Mathieu, comment il te regarde. Tu es en train d'échanger un homme contre un autre. C'est vraiment ça que tu veux? Ou est-ce que tu te libères vraiment ?» Les mots frappent Claire comme des gifles. Elle rentre chez elle troublée, passe la soirée à se poser des questions qu'elle préférait éviter. Est-ce qu'elle divorce pour elle-même ou pour fuir vers Mathieu? Est-ce qu'elle reconstruit sa vie ou est-ce qu'elle cherche juste un autre sauveur? Le soir même, elle en parle à Mathieu par message, brutalement honnête comme elle commence à réapprendre à l'être. « Je ne sais pas si je te veux toi ou juste une échappatoire, Mathieu. Je ne sais plus rien. » La réponse arrive 10 minutes plus tard, longue et posée. « C'est juste, Claire. Écoute, je ne serai jamais la raison de ton divorce. Que je sois dans ta vie après ou non, tu mérites mieux que Julien. Mais cette décision doit venir de toi, pour toi. Reconstruis-toi d'abord. Le reste, on verra après. Ou pas. L'important, c'est que tu redeviennes qui tu es vraiment. » Claire convoque Julien un samedi matin de juin dans le salon de leur appartement. Elle a pris rendez-vous avec Maître Vidal la veille, signé les premiers documents, préparé mentalement ce moment pendant des semaines. Julien est installé dans le canapé, journal déplié, café fumant sur la table basse, image parfaite du mari du week-end. « Je veux divorcer », dit-elle simplement, debout devant lui. Le journal se froisse entre ses mains. Il lève les yeux vers elle, un sourire méprisant aux lèvres. Évidemment, pour courir dans les bras de Darmon. « Tu es pathétique, Claire. Une femme de 47 ans qui joue les amoureuses et conduites retrouvées. »« Non, » répond-elle calmement. « Je divorce pour moi. Pas pour Mathieu, pas pour qui que ce soit d'autre. Pour moi. » Les jours qui suivent sont un enfer méthodique. Julien vide leurs comptes joints dans la nuit, transfère l'argent sur des comptes qu'elle ne connaît pas. Il contacte un avocat réputé pour sa férocité, Maître Bruno, un homme d'une 60aine d'années connu pour détruire systématiquement les épouses dans les procédures de divorce. Les lettres recommandées commencent à arriver, accusations d'abandon du domicile conjugal, de liaison adultère, d'instabilité mentale. Claire tient bon, mais l'épuisement la gagne. Elle travaille sur le projet cartoucherie le jour, rentre dans cet appartement toxique le soir, dort mal, mange peu. Un jeudi soir, alors qu'elle revient du bureau, elle craque. Les larmes coulent sans qu'elle puisse les arrêter, assise par terre dans l'entrée, le dos contre la porte. Elle envoie un message à Mathieu, juste quelques mots. « J'ai besoin de parler. » 20 minutes plus tard, il sonne à sa porte. Julien est sorti dîner avec des collègues. L'appartement est vide. Mathieu entre, la trouve sur le canapé, les yeux rouges, les mains tremblantes. « Peut-être qu'il a raison, » murmure-t-elle. « Peut-être que je ne suis qu'une femme de 47 ans ratée qui fantasme sur un passé qui n'existe plus. 15 ans sans travailler, aucune carrière réelle, juste des dessins dans un carnet. Qui voudrait vraiment de moi, Mathieu ?» Mathieu s'assoit à côté d'elle, garde une distance respectueuse, mais son regard est intense. « Tu veux savoir la vérité ?» dit-il d'une voix basse. « Toute la vérité? Même celle qui ne me met pas en valeur ?» Claire hoche la tête, incapable de parler. « J'aurais pu revenir il y a 10 ans, » avoue Mathieu en regardant ses mains. « J'avais déjà remboursé toutes mes dettes, j'avais commencé à bâtir mon entreprise. Mais j'avais peur, Claire. Peur que tu me détestes.
Peur que tu aies refait ta vie et sois heureuse. Peur d'être rejetée. Alors j'ai attendu, comme un lâche, jusqu'à ce que je sois riche et puissant, pour me protéger du rejet. Il rit amèrement, secoue la tête. Et quand j'ai racheté cette entreprise il y a 3 mois, ce n'était pas un hasard complet. Le détective m'avait dit que ton mari y travaillait. Je savais qu'il y avait une chance que tu sois là ce soir-là au gala. C'était aussi de l'orgueil, Claire. Te prouver que j'avais réussi, que j'étais devenue quelqu'un d'important. Pas très noble, hein? Claire le regarde, ce homme qu'elle avait idéalisé pendant des semaines, qui vient d'avouer ses faiblesses sans phare, ses peurs, son égoïsme. Il n'est pas le prince charmant sans reproche, juste un homme imparfait qui a fait des erreurs par lâcheté. Et bizarrement, cette imperfection la rassure plus que n'importe quelle déclaration romantique. On est 2 idiots brisés et lâches alors, dit-elle en essuyant ses larmes. Mathieu sourit tristement. Ouais, mais peut-être qu'on peut être brisés ensemble, ou séparément, si c'est ce dont tu as besoin. Tant que tu redeviens toi-même, Claire, tant que tu te reconstruis pour toi, c'est tout ce qui compte vraiment, que je sois là ou pas à la fin. Il se lève, se dirige vers la porte, puis se retourne une dernière fois. Et pour répondre à ta question, qui voudrait de toi? N'importe qui avec un minimum de bon sens. Tu es brillante, talentueuse, courageuse. Ton mari t'a fait croire le contraire pendant 15 ans, mais c'est un mensonge. Le projet cartoucherie que tu as conçu ces dernières semaines est exceptionnel, Claire. Exceptionnel. Crois-moi, je travaille avec des architectes depuis 20 ans. Il sort, referme doucement la porte derrière lui. Claire reste assise dans le salon silencieux, les larmes séchant sur ses joues, quelque chose de fragile mais solide, commençant à se reconstruire en elle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, elle dort paisiblement. L'audience de divorce a lieu un mardi matin de septembre au tribunal de grande instance de Toulouse. Claire arrive accompagnée de Maître Vidal, vêtue d'un tailleur sobre bleu marine, qu'elle a acheté avec son premier salaire de l'agence Darmon. Ses mains tremblent légèrement, mais sa démarche est assurée. Julien est déjà installé avec Maître Bruno, son avocat au regard de rapace. Il ne daigne même pas tourner la tête quand elle entre dans la salle. Léa est assise au fond, entre les 2 camps, le visage fermé. Claire lui a demandé de ne pas venir, de ne pas se sentir obligée de choisir, mais sa fille a insisté pour être présente. Maître Bruno attaque méthodiquement. Abandon du domicile conjugal en mai dernier, liaison avérée avec un supérieur hiérarchique, instabilité émotionnelle manifeste. Il présente des photos prises par un détective privé, Claire et Mathieu sortant ensemble du bureau tard le soir, penchés sur la même maquette, leurs têtes proches. Rien de compromettant vraiment, mais présenté sous un angle sordide. Madame Mercier a profité de la générosité de mon client pendant 15 ans, déclare Maître Bruno d'une voix mielleuse. Elle a abandonné volontairement sa carrière pour se consacrer à sa famille, choix qu'elle regrette aujourd'hui et dont elle rend responsable mon client. Maintenant qu'elle a trouvé un homme plus riche, elle souhaite partir en emportant la moitié des biens accumulés grâce au travail acharné de Monsieur Mercier. Claire sent la nausée monter, mais Maître Vidal reste imperturbable. Quand vient son tour, elle présente méthodiquement les preuves du contrôle financier exercé par Julien, les relevés bancaires montrant qu'il gérait tout sans jamais consulter Claire, les témoignages écrits de collègues attestant du comportement méprisant de Julien envers sa femme lors des événements professionnels. Puis vient le témoignage que Julien n'avait pas anticipé. Benoît Lacroix, le directeur général, convoqué par Maître Vidal, raconte la scène du gala, confirme que M. Darmon et Mme Mercier se connaissaient effectivement depuis leurs études, que leur relation professionnelle actuelle est irréprochable. J'ai eu l'occasion de superviser le projet cartoucherie, ajoute Lacroix calmement. Mme Mercier est une architecte exceptionnelle. Sa présence dans l'équipe est basée uniquement sur ses compétences, pas sur autre chose. Julien se lève brusquement, le visage rouge. C'est des conneries. Elle couche avec lui, tout le monde le sait. Le juge le rappelle sèchement à l'ordre. Maître Bruno pose une main apaisante sur le bras de son client, lui murmure quelque chose à l'oreille. Julien se rassoit, les mâchoires serrées. Mais le coup de théâtre vient d'ailleurs. Léa se lève au fond de la salle, la voix tremblante mais claire. « Monsieur le juge, je voudrais témoigner. » Le juge, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes cerclées d'or, hésite,
puis accepte. Léa s'avance, s'installe à la barre, évite soigneusement le regard de son père. « Mon père traite ma mère comme une moins que rien depuis que j'ai 10 ans, dit-elle d'une voix qui se raffermit progressivement. Je l'ai vu la rabaisser devant moi, devant ses amis, devant tout le monde. Il contrôlait chaque centime qu'elle dépensait, critiquait ses choix vestimentaires, l'empêchait de voir ses anciennes amies de l'université. Quand j'avais 15 ans, maman a voulu reprendre des cours du soir en architecture. Il a refusé, a dit qu'elle était trop vieille et pas assez intelligente pour ça. Julien est livide, les poings serrés sur la table. Léa continue, les larmes aux yeux maintenant. Cette histoire avec Monsieur Darmon, je ne sais pas si c'est de l'amour ou juste une échappatoire, mais ce que je sais, c'est que depuis qu'elle travaille, maman est redevenue vivante. Je l'entends rire au téléphone quand elle parle de ses projets. Elle dessine le soir dans son carnet. Elle existe à nouveau. Léa se tourne enfin vers son père. « Et toi, papa, tu ne t'es jamais demandé pourquoi elle voulait partir ? Jamais. » Elle descend de la barre, sort de la salle en pleurant. Claire se lève instinctivement pour la suivre, mais Maître Vidal la retient doucement. Le juge déclare une suspension de séance de 20 minutes. Dans le couloir, Claire retrouve Léa assise sur un banc, le visage enfoui dans ses mains. Elle s'assoit à côté d'elle, la prend dans ses bras. « Pardon, maman », sanglote Léa. « J'aurais dû parler avant, j'aurais dû te défendre toutes ces années. » Claire la serre plus fort, incapable de parler tant l'émotion l'étouffe. Quand la séance reprend, le juge rend son verdict. Divorce prononcé, tort partagé, partage équitable des biens à 50-50. Aucune faute exclusive retenue. 6 mois plus tard, un samedi matin de mars sous un ciel toulousain parfaitement bleu, Claire se tient devant le portail d'entrée de l'écoquartier Cartoucherie. Les panneaux d'inauguration annoncent en lettres sobres « Architecte en chef, Claire Beaumont ». Son nom de jeune fille, retrouvé, revendiqué. Le projet s'étend devant elle. 2 hectares de logements sociaux intégrés dans des espaces verts généreux, toits végétalisés, matériaux biosourcés, mixité sociale assumée. Ce n'est pas parfait. Certains détails auraient pu être améliorés avec plus de budget, mais c'est réel, concret, habité déjà par 40 familles qui ont emménagé le mois dernier. Les officiels arrivent, le maire de Toulouse, des élus, des journalistes locaux. Mathieu se tient légèrement en retrait, laissant Claire au centre de l'attention. Elle présente le projet devant une 50aine de personnes, parle avec une assurance tranquille de ses choix architecturaux, des compromis nécessaires entre idéal et réalité, de ce que signifie construire pour des gens et pas juste pour des concepts. Une femme d'une 30aine d'années s'approche après les discours, un bébé dans les bras, un petit garçon de 5 ans accroché à sa jupe. « Merci », dit-elle simplement. « On vient d'emménager dans le bâtiment B. Mon fils peut jouer dehors en sécurité pour la première fois de sa vie. Ça change tout. » Claire sent sa gorge se serrer. C'est pour ça qu'elle voulait devenir architecte à 20 ans, pour cette phrase-là, pour ce changement concret dans la vie des gens. Alors que la foule se disperse, elle aperçoit une silhouette familière près du portail. Julien, costume gris impeccable, les mains dans les poches, qui observe de loin. Il s'approche lentement, le visage défait, vieilli de 10 ans en 6 mois. « Claire ?» dit-il simplement. Elle attend, ne dit rien. C'est à lui de parler. « Je voulais voir. Le projet. Ce que tu as fait. » Il hésite, cherche ses mots. « C'est magnifique. Tu avais raison. J'ai tout gâché. » Claire le regarde sans haine, juste une forme de tristesse pour ce qu'ils auraient pu être s'il avait été différent, si elle avait été plus courageuse plus tôt. « Oui, tu as gâché, » dit-elle calmement. « Mais moi aussi j'ai laissé faire pendant 15 ans. On était toxiques ensemble, Julien. J'espère que tu trouveras mieux un jour. Quelqu'un qui te rendra meilleur. » Il hoche la tête, visiblement désarçonné par l'absence d'amertume dans sa voix. Il repart sans se retourner, les épaules voûtées. Mathieu la rejoint sous le cerisier qu'elle a personnellement choisi pour le parc central, ses branches chargées de fleurs blanches qui commencent à éclore. « Alors ?» demande-t-il simplement. « Nous deux ?» Claire sourit, prend sa main, la serre doucement. « Je ne sais pas encore, Mathieu. J'ai besoin de temps, de me reconstruire vraiment seule d'abord, de savoir qui je suis sans Julien, mais aussi sans toi comme échappatoire. » Il hoche la tête. «
Aucune déception sur le visage, juste de la compréhension. Nous verrons alors, dit-il. Nous verrons, répète-t-elle, apaisée par cette incertitude assumée. Au loin, Léa joue au ballon avec des enfants du quartier dans le parc qu'elle a dessiné. Une mère sort du bâtiment C avec des courses, salue ses voisines installées sur un banc. Un vieil homme arrose les jardinières collectives qu'ils ont intégrées au rez-de-chaussée. Claire regarde cette vie qui pulse dans son projet. Cette imperfection vivante et réelle. Elle n'a pas tout résolu, sa relation avec Mathieu reste en suspens. Son compte en banque n'est pas garni, elle loue un petit 2 pièces à bonne foi. Mais elle dessine tous les jours, on la respecte professionnellement, elle dort sans angoisse. Elle a 48 ans et commence enfin sa vie, sans certitude, mais avec une liberté qu'elle croyait perdue à jamais. Pas de fin parfaite comme au cinéma, pas de revanche éclatante, juste la dignité tranquille de redevenir soi-même, un jour à la fois. Et pour l'instant, dans ce matin de mars sous les cerisiers en fleurs, Let's try one more time. And use a great ball. Use a great ball. Oh, please get in the ball. He's got it now. No! Dude! I might cook. Here, I'll come drop you some more balls. I'm kind of far though. Oh, you flew away? Do you have a Yeah. premier ball maybe? I don't know. I don't think so. No, I have sport ball and safari ball. And a heel ball. That's it. Damn! Should I try the sport ball? You have a timer ball? No. I have a timer ball, maybe a timer ball, because the longer you're in a battle, the more effective it is. Mm. Give him a sec, he's just a little shy. Okay. Which Okay, way are my you from fault. the house? West, south, east? Look on the map. Like which way? Oh, I you don't can't. see it. I don't see a Can't. map. Hit F3. I'm on. Look where the cherry blossoms are. I'm on the far side. I know, but just hit F3 so I know your coordinates. Okay. It's not working. And while I'm in the match, and he got out of the sport ball too. I'm sad. I'm not gonna be able to catch him. Poo poo, man. Oh, I see. You're not far from the house at all. The heck? Well, I kind of You're jumped right off. there. I kind of went skydiving, and then I found him. I'm gonna try and drop you a timer ball, and then I'll give you some other balls. Man, I'm livid. I can't catch this guy, bro. Well, am I even gonna be able to drop you a freaking ball? I don't know. I'm at the bottom of the ocean. Swim down there and drop it. Down there. I Yeah, can't. get down You're there. floating on my screen. Really? I'm floating? I'm on the bottom of the ocean on mine. You're just swimming down there. I keep trying to drop a Pokeball on you. Oh, man. Drop it at the bottom and see what happens. Doesn't even go all the way to the bottom. Oh, it's starting to go back up. Maybe I'll float into you. No, I don't think so, man. It's floating up. It's still floating It's up? going. Yeah. It's How long about is to it get to float? you. It's about to get to your die. You need to want it more. I don't think I can want it any more than I want it right now. You grabbed it. You grabbed it. You I grabbed it. grabbed it? Shut up. Yeah, yeah. Look for the timer ball. I swear I the don't timer have ball will work. it. Is it because I need to like go back in? No, maybe I have to do one more move. I can't though. I'm gonna. Yeah. Okay, maybe I'll just switch. Use like a hypnosis one or something. Switch your yeah, just switch your Pokemon. Dang, he's a big boy. What the heck? I know. He avoided the attack. He's gonna kill my hunter right Can I now. swim inside him? Oh, not yet. He keeps avoiding the attack, dude. Just go to sleep. Just go to sleep. Shh, go to sleep. Go to Try the sleep. Pokeball. Just try the Pokeball. Shh, go to sleep. Go to sleep. It'd be a lot easier to catch him if he was asleep. Oh, he's sleeping. He's sleeping. He's sleeping. Please be there. It's in there. Oh my god, timer ball. Let's go. Please, There's if this no doesn't way. work, if You've this been in a doesn't work. fight for so long, it has to. Oh my god. Chat. It worked.
Let's go. Yay! Dang, that ball's kind of useful then. It gets stronger and stronger the longer you're in a fight. Dude, you could probably catch like a legendary with that ball. Yeah, low key. You just like kill all your Pokemon just to catch it. To go the longest fight ever. Just like guaranteed capture. You'd have to bring like freaking 100 revive gems. to do that. Literally. I want to catch a legendary so bad. How many Pokeballs do you have? Do you have a lot or? No, not really. I'm kind of out now that I used it on that freaking Dondozo for like 10 minutes. Nice. We have so many freaking thingies though, no? Yeah, I just crafted a bunch of stuff here. I just split a bunch of them for you. Yum. Thank you. I gotta go mining and get some platinum and aluminum and stuff. Okay. Can't craft